Tout d'abord, je voudrais remercier le Forum Saint-Martin, et plus particulièrement Bruno Dufay, pour l'organisation de cette soirée. Je suis très heureux d'être avec vous, de manière à ce que nous puissions échanger sur un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, et plus particulièrement depuis 2016-2017, avec la campagne présidentielle menée par Benoît Hamon, qui a fait découvrir au plus grand nombre ce sujet du revenu universel, qui était précédemment plutôt un sujet d'expert, un petit peu, d'universitaire. Personnellement, ça fait déjà 18 ans que je travaille sur la question. Je préside l'association pour l'instauration du revenu d'existence, association qui a été créée en 1989 par deux universitaires assez connus. Et nous travaillons sur cette question pour analyser les choses et proposer des solutions, des idées qui soient tout à fait concrètes et qui puissent être implémentées en France. Notre sujet, c'est de mettre le revenu universel en place en France. Sur cette question-là, donc j'ai sorti un livre. J'ai sorti un livre l'année dernière, au mois d'octobre 2021, que l'éditeur a nommé L'ingénieur du revenu universel. Alors, c'est un livre un peu autobiographique en ce sens que je raconte mon parcours et comment cette idée, qui était une idée au départ très loin de mes sujets d'ingénieur, je suis quelqu'un qui travaille en entreprise, est un sujet qui a fini par prendre beaucoup de place dans ma vie. Et j'ai développé la réflexion sur ce sujet. Voilà. Et donc ce livre rend compte de cela et c'est ce que je vais vous présenter pendant cette soirée. Donc mon intervention suivra à peu près le plan du livre que vous avez à l'écran. La première partie du livre, c'est mon parcours personnel. Comment je suis arrivé, par des expériences de vie assez ordinaires, honnêtement, à la conclusion que ce revenu universel avait vraiment un intérêt pour la France. En deuxième partie, je vous parlerai de quelques éléments un peu plus théoriques que j'ai mobilisés pour expliquer comment j'arrive à la proposition que je développe. La troisième partie du livre, c'est l'aspect plus précis, disons voilà, quelle est la proposition, comment ça fonctionne, quels sont les montants en jeu, quels sont les taux de prélèvement, comment ça fonctionne tout ça. Là, je ferai une petite pause en laissant la parole à Jean Barthélémy, qui lui interviendra pour commenter ma proposition. Donc je le remercie déjà beaucoup. Donc il a lu mon livre, c'est déjà un bel effort, c'est gentil. Et il vous apportera, lui, en tant qu'économiste, macroéconomiste, assez réputé, qui est connu, il donnera son commentaire par rapport à cette proposition. Ensuite, je reprendrai la parole pour parler donc, des oppositions. Quelles sont les formes d'opposition suscitées par le revenu universel? Et je conclurai en dernière partie, une partie très personnelle, où là, j'élargis la réflexion au-delà du revenu universel, sur des thèmes qui me paraissent importants, en particulier sur la question de la propriété privée, qui est quelque part assez liée à la question du revenu universel. Et je conclurai bien entendu, et donc là évidemment nous aurons une discussion, et nous pourrons échanger sur tous ces sujets-là. Voilà, donc je commence par ces premières questions, donc de mon parcours personnel. Alors mon point de départ, c'est quelque chose d'assez pratique, c'est que j'ai fait l'expérience depuis déjà pas loin de 20 ans, et vous l'avez fait comme moi, de la complication assez incroyable de nos systèmes sociaux, de nos systèmes fiscaux, de la fiscalité, donc des prestations familiales, des prestations sociales, et tout ça est quand même extrêmement compliqué. Ce que vous avez à l'écran, c'est un ensemble de sigles, de noms, de dispositifs. Alors chacun d'entre nous en connaît quelques-uns, bien sûr. Nous connaissons les systèmes qui nous concernent, les dispositifs qui nous concernent, parce qu'en fait, nous en bénéficions ou nous y contribuons. Et ça, nous connaissons à peu près. Par contre, l'ensemble des autres mécanismes qui ne nous concernent pas, en général, nous n'avons aucune idée de leur fonctionnement. Aucune. Si bien que, dans un pays démocratique comme la France, nous sommes dans une situation un peu particulière, en ce sens que, le citoyen qui est censé être aux commandes et de décider du système dans lequel il vit, il se trouve assez démuni pour exprimer un avis sur un système qui, globalement, a atteint une complexité qui lui échappe. Et là, je dirais, c'est vraiment la racine de mon engagement sur le sujet, c'est le constat que notre système socio-fiscal a atteint un niveau de complication tel que, pour moi, je le dis brutalement, nous ne sommes plus en démocratie.
le citoyen n'a plus les moyens de prendre des décisions et de décider de manière pertinente sur les systèmes qui lui échappent. Alors pour illustrer cela, je prendrai un exemple. Un exemple qui est la prestation que tout le monde connaît, qui est le RSA. Si je vous demandais à tous comment fonctionne le RSA, vous seriez probablement un peu en peine pour me répondre très précisément. C'est pour ça que je mets à l'écran une sorte de résumé de comment fonctionne le RSA, qui est, déjà il faut bien le comprendre, une allocation différentielle. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui, tel que le RMI, qui a été créé en 1988, donc il a pris la suite, le RMI comme le RSA, prestation différentielle, c'est-à-dire que c'est une prestation qui vient compléter le revenu d'une personne ou d'un ménage jusqu'à un certain niveau. Voilà. Et donc typiquement, comment ça fonctionne? Le RSA d'une personne seule, c'est de l'ordre de 500 €, j'arrondis un peu, 500 € par mois. Et si la personne a des revenus inférieurs à 500 €, eh bien, les prestations qui sont versées sont un complément pour atteindre les fameux 500 €. Et donc, concrètement, c'est que la CAF ou la MSA va verser à la personne un montant qui est calculé en soustrayant les revenus que la personne a reçus par ailleurs. Et ces revenus sont extrêmement divers, vous voyez à l'écran. Une rente d'orphelin, une pension alimentaire, un revenu d'activité, bien entendu. Voilà. Et donc c'est un complément pour atteindre 500 €. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement démotivant. Si tout ce que vous obtenez par votre travail est déduit du RSA, si vous faites une petite activité, vous recevez, mettons, 300 € tous les mois par une petite activité, eh bien, quelqu'un avec le RSA, on va lui soustraire les 300 € qu'il a déjà gagnés de son RSA. Si bien qu'il recevra 200 €, et donc au total, toujours 500 €. Donc qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il aura toujours 500 €, quel que soit son effort pour faire un petit travail à côté. Donc ça, c'était un sujet quand même, c'est une démotivation très forte induite par les prestations différentielles du type RSA. C'est le cas du RSA, c'est le cas de l'ASPA, du ARH, une certaine mesure. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas dans tout le détail de toutes les prestations, mais c'est un point important. Je vais juste détailler une deuxième prestation qui est le RSO. Alors, le RSO, ça sonne comme le RSA, bien sûr, c'est le revenu de solidarité outre-mer. C'est une prestation que nous ne connaissons évidemment pas ici à Louvciennes, j'imagine. C'est une prestation qui est versée aux personnes qui ont dépassé un certain âge, et cette prestation, qui est relativement généreuse en montant, elle a une caractéristique, c'est que pour l'obtenir, les personnes doivent s'engager à ne plus jamais travailler de leur vie. Je répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde, une personne qui demande le RSO, Revenu de Solidarité Outre-mer, s'engage, en faisant sa demande, à ne plus jamais travailler de sa vie. Et donc, je pense que vous le découvrez probablement, mais le message c'est quoi? C'est que les prestations sociales actuelles, elles sont faites pour sortir les personnes de la case chômage, donc ça a un effet sympathique sur les statistiques nationales bien sûr, et donc voilà, on met des gens dans des catégories, et dans ces catégories, on les enferme dans leur situation. Et ça, pour moi, c'est une motivation très forte pour le revenu universel que je défends depuis pas mal d'années, en disant il faut arrêter d'enfermer les gens dans des cases, il faut arrêter d'enfermer les gens dans des conditions de leurs différentes prestations, et leur redonner de la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est on vous donne une somme d'argent tous les mois, on ne vous demande rien. Vous payez des impôts par ailleurs, ça c'est une autre affaire, bien sûr, on va y revenir. Mais on vous donne la liberté de faire ce que vous voulez de votre vie. Et si vous voulez travailler, eh bien tant mieux, allez-y travailler, on ne vous empêchera jamais de travailler. Et c'est ça la logique du revenu universel. C'est que, contrairement à ce que certains croient, on redonne la liberté de travailler et de faire ce qu'on veut de sa vie. Et donc ça, c'est le premier message que j'aimerais vous passer. Et je l'illustre d'ailleurs avec un petit dessin qui est celui fait par notre dessinatrice Hélène de Manville, qui montre ce qui se passe. C'est que les personnes qui sont en difficulté, pour un tas de raisons, c'est infini, font la queue pour demander des prestations, des aides diverses. Et donc là, on leur demande de valider pas mal de conditions. Sur la colonne du milieu, vous voyez, il y a 17 cases. 17 cases, c'est pas un hasard. Si je mets 17 cases, c'est qu'en réalité, dans le livre, j'en parle dans un des chapitres, je vous montre la liste des 17, ou même, je crois même 19, documents qu'une pauvre personne doit produire à l'administration pour obtenir son RSA. Un RSA qui, en l'occurrence, est un complément de 200 et quelques euros. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est
très très brutal pour les personnes et qui globalement a un effet démotivant par rapport à l'activité, par rapport à l'insertion sociale. Et donc c'est pas satisfaisant, ce n'est vraiment pas satisfaisant. Et donc face à ça, le revenu universel, qui est une idée qui est tout à fait internationale, on en parle dans le monde entier, c'est quelque chose qui a pour caractéristique d'être universel. C'est quelque chose, c'est de l'argent qu'on donne aux personnes de manière universelle. En général, tous les mois, on imagine en France. En Angleterre, on parle souvent d'une prestation qui est versée toutes les semaines. C'est plutôt la norme par là-bas. Voilà. Mais ça, ce montant, c'est individuel. C'est-à-dire que vous soyez en couple, pas en couple, on ne s'en occupe pas. Voilà, vous êtes en couple, c'est très bien pour vous, et c'est pas un sujet. Alors qu'aujourd'hui, les prestations, si vous êtes en couple, vous allez perdre. On ne vous demande pas si vous êtes riche, pas riche, c'est pas le sujet. On ne vous demande pas si on vous met pas aux travaux forcés. Il n'y a pas d'exigence de contrepartie. On ne va pas vous forcer à faire des choses contre votre gré. Voilà, donc on est vraiment dans une logique qui est très différente de celle que l'on connaît dans les prestations actuelles. Alors cette idée, c'est une idée qui a beaucoup voyagé. Cette idée est soutenue dans le monde entier par des promoteurs vraiment extrêmement variés. Et là, j'en cite un en particulier qui est le pape François. Le pape François, fin 2020, a sorti un livre tout à fait inattendu, dans lequel il prend position extrêmement clairement pour une forme de revenu universel, qu'il appuie d'ailleurs sur une réforme fiscale, il évoque ça. Et donc il explique pourquoi. Il explique que la vision que nous avons dans nos sociétés d'un travail salarié qui serait la norme unique du mode de vie des personnes, cette vision est certainement un peu fausse. Et qu'il est opportun de développer une vision qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre, pour que les personnes puissent accomplir leur vie, se réaliser, avoir un rôle social tout à fait intéressant, et qui ne soient pas forcément dans le salariat. Et donc on pense en particulier aux personnes qui travaillent au foyer, des personnes qui sont entrepreneurs, qui sont des artistes, ainsi de suite. Voilà, donc le pape, dans son écrit donc de fin 2020, a pris position très fortement sur le revenu universel. Et c'est une idée, évidemment, qui a été reprise par beaucoup de mouvements dans le monde entier. Alors, personnellement, quand je parle du revenu universel, quand je vais expliquer vraiment la pertinence du revenu universel, souvent, je m'appuie sur un schéma qui est bien connu, qui est le schéma de la pyramide de Maslow. Abraham Maslow, qui explique que chaque être humain, quelle que soit sa société, dans tous les pays, c'est pareil, a plusieurs natures de besoins. Donc le bas de la pyramide sont les besoins physiologiques, se nourrir, dormir, voilà, ce sont les choses vraiment élémentaires. Ensuite, il y a les niveaux de sécurité, que la personne ne se fasse pas agresser, que quand elle est malade, elle puisse être soignée, ce genre de choses. Et ensuite, on arrive à un niveau de besoins qui sont plus des besoins de relation, être en société, être intégré dans la société. Ensuite, on arrive sur l'estime de soi, que chaque personne se sente bien, dit tiens, je suis quelqu'un de bien, j'ai un rôle important dans la société, voilà. Et puis la réalisation, se dire finalement, je fais des choses, je suis reconnu pour ce que je suis heureux de ce que je fais, voilà. Donc cette pyramide, je pense qu'elle est importante, et le message que je passe, c'est que le revenu universel, pour moi, ça le rejoint sur le bas de la pyramide, la nécessité qu'un État, que chaque pays a, d'assurer à tous ses citoyens la satisfaction de ses besoins de base. Que les gens puissent se nourrir, être soignés, qu'ils puissent être en sécurité. Ça, ce sont des besoins élémentaires. Et mon message, c'est que chaque pays doit assurer ça à sa population. Et le moyen le plus efficace pour réaliser, pour la partie, en tout cas, nourriture, subsistance, habillement, ce genre de choses, c'est le revenu universel. Et comme je vous le disais, cela fait 18 ans que je travaille sur la question. Alors, j'ai contribué dans le cadre de plusieurs mouvements, le Basic Income Earth Network, qui est le mouvement international, dont je suis un membre depuis pas mal d'années, bientôt 20 ans, le MFRB, que j'ai co-créé en 2013. J'ai écrit des livres également avec le think tank Génération Libre, donc le Liber. J'ai également travaillé avec la députée Valérie Petit pour créer ce qu'on appelle le Socle citoyen. Voilà, donc je préside l'association R depuis 8 ans maintenant. Voilà, donc je suis très investi sur la question. Et ce sujet avance, progresse, et est de mieux en mieux compris. Et donc maintenant, je vais vous expliquer un peu plus les enjeux plus techniques de la proposition. Alors, dans le livre, j'ai détaillé 7 chapitres sur des aspects un peu plus techniques. Alors, je ne vais pas évidemment tout revoir à l'instant, je vais juste regarder un sujet, peut-être même deux, concernant les aspects un peu théoriques.
Le premier de ces sujets-là, c'est la question de l'individualisation. L'individualisation, c'est quelque chose qui est souvent assez mal compris, parce qu'en fait, au niveau théorique, les experts, que ce soit les économistes souvent, les statisticiens en particulier bien sûr, utilisent ce qu'on appelle des échelles d'équivalence. Pour illustrer, je vous pose une question. Là, je vous montre un dessin avec une petite famille qui est en train de faire des courses, très bien. La question que je vous pose, c'est, pour vous, combien voyez-vous de consommateurs sur ce dessin? Combien voyez-vous de consommateurs? J'aurai la réponse dans la salle, là. Bon. Ben voilà. Ben, le nombre de consommateurs, spontanément, plusieurs disent 3. Bon, ben non, il n'y en a pas 3. Là, très précisément, sous les yeux, vous avez un dessin où vous avez très exactement 1,8 consommateurs. 1,8 consommateurs, parce qu'il y en a un des deux adultes qui compte pour 1, le deuxième adulte compte pour 0,5, et le bout de chou là, qui est dans son caddie, là, il compte pour 0,3. Donc pour un statisticien, pour un économiste, vous avez en face de vous 1,8 unités de consommation. Et le drame, bon, ceci c'est bien pour faire des statistiques, mais le drame c'est quoi? C'est que lorsque les politiques définissent des politiques publiques, ils vont construire les systèmes, en particulier les styles RSA et autres, en fonction de cette estimation que là, vous avez 1,8 unités de consommation et non pas 3 personnes. Et ça pose vraiment un problème technique sur lequel je reviendrai. Alors, le deuxième aspect théorique que je vais vous présenter en quelques secondes, c'est la question de la progressivité de l'impôt. La progressivité de l'impôt, c'est un sujet extrêmement marqué idéologiquement. Je pense que parmi nous, nous trouvons finalement assez normal que les riches payent un impôt plus fort que les pauvres. Bon, ça nous paraît quelque chose qui est assez naturel, c'est une idée qui est inscrite en nous. Mais finalement, quand on regarde les choses de manière assez précise, on arrive à un constat qui est quand même assez étonnant. Et ça, c'est un chercheur américain qui m'a aidé à m'en rendre compte, c'est un certain Pablo Baramendi, qui a fait une étude tout à fait intéressante qui montre que finalement, les schémas progressifs, quand il y a un impôt qui est progressif, comme l'impôt sur le revenu actuellement en France, ben ces impôts, globalement, ils ont une recette fiscale qui n'est pas très élevée. Parce que mettre en place une progressivité, ça va exonérer ou abaisser l'impôt de la très grande majorité des personnes. Donc finalement, la recette d'un impôt progressif, elle est en général nettement inférieure à la recette de l'impôt bêtement proportionnel. Si vous comparez l'impôt sur le revenu, qui est une recette de l'ordre de 75 milliards d'euros, et la CSG, qui dépasse la centaine de milliards, voilà, on voit très, très nettement. Personne ne se plaint jamais de la CSG, alors que tout le monde souffre de l'impôt sur le revenu. Donc là, on a quelque chose qui est quand même un message assez fort, c'est que l'impôt sur le revenu et sa progressivité, c'est quelque chose qui pose plein de difficultés, et qui a une recette relativement faible. Et lorsqu'il y a une recette faible, finalement, ce n'est pas au bénéfice des plus pauvres. Les plus pauvres, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'avoir des transferts, ils ont besoin qu'on leur donne de l'argent pour les aider à vivre. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que les recettes fiscales soient élevées. Et donc, les pauvres ont besoin d'impôts proportionnels aux revenus. Et finalement, qui a besoin d'impôts progressifs? Finalement, ce sont les classes moyennes supérieures, je dirais, qui sont dans une espèce de démarche un peu, entre guillemets, de jalousie par rapport aux très riches, et donc qui réclament une forte progressivité, mais ce n'est pas du tout au bénéfice des plus pauvres, ce n'est pas vrai. Et donc là, on a quelque chose qui n'est pas intuitif, sur lequel ça a plein de répercussions dans la définition des politiques publiques. C'est un message qui est un peu difficile, que je vous transmets là, mais qui est un message essentiel pour la compréhension de la proposition. Voilà. Donc c'était une petite synthèse de ce que vous avez trouvé dans la partie 2 de mon livre, les aspects plus théoriques. Et là, j'entame la partie 3, qui est le centre du livre, sur la partie plus concrète, plus pratique, sur quelle est la proposition de revenu universel qui fonctionnerait en France. Pour cela, je vais d'abord commencer par expliquer un peu l'historique, les choses un peu précises comme ça. Mais surtout, je vais faire des choses un peu mathématiques. Donc là, je vous demande un peu de courage, parce qu'on va rentrer dans le dur, on va dire. Pas trop dur tout de même. Et voilà. Mais donc, première chose, c'est que c'est un aspect donc, un peu technique. Je rappelle juste que le fondateur de la proposition,
initiale, c'était en 1795. Thomas Paine, qui était le premier à écrire vraiment quelque chose de percutant et de pertinent sur cette idée de revenu universel, 1795. Plus proche de nous, la personne qui aujourd'hui encore est vraiment à la pointe au niveau mondial, c'est Philip von Parijs, qui a écrit les textes les plus marquants sur le sujet, qui est fondateur du Basic Income Earth Network. Et l'association R, que je préside depuis 2014, travaille plus sur les aspects techniques. Nous sommes plutôt des ingénieurs, des économistes, on travaille plutôt sur l'aspect technique des choses, et c'est ça que je vais vous présenter. Pour vraiment comprendre comment fonctionne le revenu universel, comment fonctionnerait le revenu universel en France, le point de départ, c'est une compréhension de comment est calculé l'impôt sur le revenu actuellement. Chaque année, lorsque nous faisons chacun de nous notre déclaration d'impôt, nous pouvons accéder en ligne à un document qui est appelé brochure pratique pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce document fait plus de 400 pages. C'est le document de référence, bien sûr. Et vous allez lire les pages, vous arrivez à la page 353, qui enfin, après beaucoup de considérations importantes, vous présente, en bas de la page 353, un petit tableau qui vous explique comment est calculé cet impôt sur le revenu. Alors, je l'agrandis pour qu'on voit bien à l'écran, ce tableau. Et vous voyez que l'impôt, il est calculé selon 5 tranches. 5 tranches définies par un taux de prélèvement. La première tranche, de 0 à 10 000 et quelques euros par an de revenus imposables, est imposée au taux de 0. On ne paye pas d'impôt. Ensuite, la tranche suivante, entre 10 000 et quelques et 25 700 euros par an toujours, par fiscal, bien sûr, est imposée au taux de 11%. La troisième tranche, entre 25 000 et quelques et 73 000 et quelques, est imposée au taux de 30%. Ensuite, il y a 41 et 45%. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, quand on regarde le calcul, ça se voit à l'écran, c'est que quand un ménage, un foyer fiscal se trouve imposable à la tranche 3, c'est-à-dire que son revenu imposable par fiscal est entre 25 000 et 73 000, son impôt c'est quoi? C'est 30% de tout son revenu imposable, moins un terme fixe qui apparaît ici à 5 994,14 € fois n. C'est-à-dire que pour une personne seule, n est égal à 1, mais pour un couple, n est égal à 2. Pour l'instant, je laisse de côté le côté enfant, c'est un peu plus compliqué, on verra après. Voilà. Ce terme-là, 5 994 €, si on le divise par 12 pour arriver à une somme base mensuelle, il fait pas loin de 500 € par mois. Très précisément, 499,51 €. Ça, ce sont les chiffres pour l'année 2021. 499,51 € par mois, par personne. C'est-à-dire que pour un couple, on va soustraire 2 fois ce terme de 499,51 €. Et là, je prétends, c'est là que c'est un point quand même essentiel dans l'explication, c'est que dans le calcul actuel de l'impôt sur le revenu, tous les foyers fiscaux qui sont dans cette zone de revenu, ils bénéficient déjà d'un abattement mensuel de l'ordre de 500 € par mois, qui est calculé automatiquement par le fisc tous les mois, sans qu'il n'y ait rien à faire. On ne demande pas de travailler ou quoi que ce soit, non, c'est dans le calcul de l'impôt. Et je prétends que ce terme fixe de l'ordre de 500 € fonctionne exactement comme fonctionnerait le revenu universel que nous cherchons à mettre en place. Alors, je poursuis l'explication avec un graphique. Un graphique sur lequel vous voyez ici, selon le niveau de revenu, donc là je mets un revenu mensuel sur l'axe vertical X, horizontal, vous avez la courbe en rouge. La courbe en rouge qui est l'impôt mensuel, calculé ici dans le cas d'un célibataire pour simplifier les choses. Et cette courbe rouge donc, qui descend vers le bas, parce que comme c'est un impôt, c'est un prélèvement de revenus, donc je mets vers le bas, c'est un prélèvement. Et vous voyez que quand on est sur une page de revenus qui est entre 2000 et 5000 € par mois, l'ordre de grandeur, l'impôt, c'est de l'ordre, c'est à peu près 30% des revenus imposables, moins 500 €. C'est l'impôt mensuel. Par exemple, quelqu'un qui a un revenu mensuel de 5 000 €, revenu imposable mensuel de 5 000 €, son impôt, ce sera 30% de ces 5 000 €, c'est 1 500 €, moins 500 €, c'est-à-dire qu'il va payer 1 000 € par mois d'impôt. Ça, c'est le calcul actuel. C'est exactement le calcul actuel. Donc la courbe rouge que vous voyez là, c'est la courbe de la progressivité de l'impôt, qui augmente un petit peu après. Et un des points importants que j'ai mis dans les petites bulles jaunes, c'est que
la population concernée par ces différentes tranches d'impôt n'est pas équivalente. La population qui est soumise au taux d'impôt de 41% et de 45%, donc les taux supérieurs, c'est 1,2% de la population. Il n'y a que 1,2% des foyers fiscaux qui sont concernés par les taux à 41 et 45%. Pour la population qui est concernée par le taux de 30%, c'est un peu moins de 15%. Alors, il y a 2 ans, c'était 12,8%. C'est un peu moins de 15%. Et ensuite, vous avez ceux qui sont au taux de 11% ou de 0%. C'est très très largement la très grande majorité. C'est 85% de la population. Donc vous voyez que cette courbe-là est quand même très parlante sur le niveau de l'impôt et comment calculer l'impôt. Je vais regarder ce qui se passe pour les moins aisés, ceux qui sont vraiment en difficulté, hein, les couples vraiment les plus modestes, qui n'ont pas de revenus ou peu de revenus, qui bénéficient des prestations sociales. Prestations sociales, la plus importante, c'est le RSA, qui a remplacé le RMI, hein, qui est le triangle en vert sur la gauche, là. Et donc, c'est une prestation différentielle, c'est-à-dire que dès qu'on gagne un peu d'argent, paf, ce qu'on gagne est soustrait au RSA, donc ça descend vite. Ensuite, depuis la proposition de Martin Hirsch, a été créé le RSA activité, qui s'est maintenant appelé prime d'activité, qui permet de compenser pour ceux qui ont un petit revenu, qui donne un complément de revenu, prime d'activité. Et cette prime d'activité est un peu compliquée, parce qu'il y a en plus un complément qui est rajouté en plus, voilà, vous voyez en vert pâle. Bon, ce qui veut dire que là, le niveau de l'aide, c'est en fait 3 prestations, et ça fait une espèce de zigzag, là, qui est un peu particulier, bon. Mais globalement, une personne seule au RSA, le RSA, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 500 € pour une personne seule, par mois, et ça diminue avec un taux de 39%, puis ça remonte un petit peu, ça redescend. Bon, globalement, c'est de l'ordre de 500 €, et ça diminue de l'ordre de 30% des revenus, hein, bon. Et donc, si vous êtes attentif, vous avez dû remarquer que 500 € moins 30%, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu pour l'impôt sur le revenu, qui était de 30% de revenus, moins 500 € par personne. C'est la même fonction mathématique, en réalité. C'est la même fonction mathématique. Ce que l'on voit sur le graphique suivant, où là, je fais apparaître sur le même graphique la courbe rouge de la progressivité fiscale, hein, qui est l'impôt qui va progresser progressivement, qui va être de plus en plus profond, hein, de plus en plus fort. Et au-dessus, en vert, hein, à gauche, vous avez, pour ceux qui ont moins de revenus ou pas de revenus, vous avez les prestations sociales qui vont diminuer à un taux également pas loin de 30%. Et ce qui est fait extraordinaire, c'est une sorte d'alignement des planètes. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en France, entre les prestations sociales qui vont décroître et l'impôt qui va accélérer, vous avez une continuité. Et ça, c'est absolument extraordinaire, c'est que vous avez une continuité entre la décroissance sociale et la progressivité fiscale, qui fait une courbe tout à fait sympathique. Et la proposition de revenu universel, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire, finalement, pourquoi s'embêter à avoir d'un côté du social et de l'autre côté du fiscal? Mettons en place un seul dispositif, une seule courbe, qui commence, vous l'avez deviné, à 500 € par personne, et qui va diminuer, vous l'avez deviné également, à 30% de revenus pour tout le monde. Et donc c'est la courbe que vous voyez là, qui est la proposition que nous avons appelée 2RU, et je vais expliquer pourquoi dans un instant, qui est un principe extrêmement simple, qui consiste à dire que pour un adulte, dès 18 ans, on s'assure qu'il reçoit toujours tous les mois 500 € et qu'il paye 30% de tous ses autres revenus au premier euro, sans distinction, sans complication, sans aucune difficulté. Alors l'expression 2RU a été créée par l'association R il y a à peu près 6 mois, avec l'idée qu'il fallait simplifier notre communication. Parce que tout ce que je vous ai présenté est tout de même assez technique, et il est assez compliqué d'expliquer par des courbes, des abacs, ainsi de suite, à toute la population. Et donc nous avons développé cette communication 2RU, qui est une sorte de jeu de mots, parlant de revenu universel d'un côté et de redevance universelle, les fameux 30% par ailleurs, et expliquant que finalement, ce qui fonctionne, c'est la conjonction des deux, qui devient un seul dispositif, que nous avons illustré par différents moyens, en particulier par une petite vidéo que je vous présente un instant, hein, qui permettra de voir comment on peut présenter la chose de manière tout à fait simple, je l'espère, au plus de personnes possible. Vous n'avez rien compris au revenu universel? Jamais entendu parler de la redevance universelle? Vous allez tout comprendre. Le revenu universel, c'est quoi?
Le revenu universel, c'est tout simplement une somme d'argent qui est versée par l'État pour chaque Français selon son âge. De 0 à 14 ans, 200 euros. De 14 à 18 ans, 250 euros. Après 18 ans, 500 euros à vie. Chaque mois, bing, ça tombe sur votre compte en banque. Le revenu universel, ce n'est pas une aide temporaire, mais un droit pour tous. Si vous êtes citoyen français, du jour de votre naissance au jour de votre décès, vous avez droit au revenu universel. Pour les étrangers, c'est plus compliqué évidemment. Riches ou pauvres, jeunes ou vieux, avec emploi, sans emploi, tout le monde touche un revenu universel identique. Fini les discriminations. Le revenu universel est automatique. Une personne, un revenu universel. Fini les démarches administratives compliquées et sans fin. Une personne, un revenu universel. Fini la fraude aux allocations. Personne ne peut toucher 2 fois un revenu universel. Maintenant, la redevance universelle, c'est quoi? L'un ne va pas sans l'autre. La redevance universelle, c'est un impôt payable par tous. La redevance universelle est automatique. Une personne, une redevance universelle. Personne n'y échappe. Riche ou pauvre, tout le monde paie. Plus personne n'échappe à l'impôt. 30% pour tous. Avec la redevance universelle, fini l'optimisation fiscale. Une personne, une redevance universelle. Fini les complications fiscales qui ne profitent qu'aux riches. Maintenant, vous avez compris ce que sont le revenu universel et la redevance universelle. Lorsqu'on parle de revenu universel, il faut toujours parler aussi de la redevance universelle. Les deux font la paire, on ne peut pas les dissocier. L'idée du revenu universel a plus de 2 siècles. Certains pays ont déjà réalisé divers tests. La France étudie ce sujet depuis les années 70 et la réflexion a beaucoup avancé depuis 10 ans. Exigeons le revenu universel et la redevance universelle aux prochaines élections. Le revenu universel, c'est les mêmes règles pour tous. Tout le monde touche. La redevance universelle, c'est la justice fiscale entre tous les Français. Tout le monde paie. Le 2 rues, c'est vraiment l'idée du siècle. Alors pour en savoir plus, allez sur 2rues.fr. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo était claire pour vous, que ça vous a parlé. Alors, si je reprends les aspects plus techniques, déjà, une proposition simple comme celle que nous venons de voir, une des questions qui se pose naturellement, c'est, bon, est-ce que tout le monde est gagnant? Bien sûr que non, évidemment. Et donc, ça coûte à combien? Qui va payer? Qui va contribuer? Plus, bon. Alors déjà, le point essentiel, c'est que, pour répondre à cette question-là, évidemment, vu la multiplicité infinie des cas actuels, pour répondre, je ne peux pas répondre de manière systématique, dans tous les cas bien sûr, il y a beaucoup trop de cas possibles. Et donc je vous engage vraiment à aller sur un simulateur qui est disponible en ligne. Vous allez sur l'adresse lemodèle.fr, et là vous entrez toutes les configurations possibles que vous voulez, famille, nombre d'enfants, tout ce que vous voulez, revenu, pas de revenu, chômage, tout ce que vous voulez, et ça va vous calculer quelle serait la proposition de revenu universel adaptée au cas que vous voulez tester. Mais de manière plus générale, si je vous donnais un peu une idée de qui seraient les gagnants du dispositif, clairement, c'est ceux qui apparaissent en jaune sur le graphique que vous avez sous les yeux. En jaune, vous avez donc le plus gros, ce qui apparaît vraiment très clairement, ce sont les couples pauvres et modestes. Les couples pauvres et modestes sont actuellement très mal traités par le système actuel, en particulier au niveau du RSA, les primes d'activité et d'autres dispositifs, et au niveau fiscal également. Donc globalement, les gagnants, ce sont les couples, pauvres et modestes, qu'ils soient mariés, pas mariés, pacsés, tout ça, c'est concubins, c'est pareil. Donc là, il y a un gain qui est essentiellement pour eux. Autre catégorie de gains, ce sont les jeunes. Les jeunes entre 18 et 25 ans, aujourd'hui, sont assez mal aidés. Donc là, ça serait un complément pour les 18-25 ans. Et voilà. Et surtout, troisième catégorie, ce sont les personnes qui ne demandent pas les prestations. Actuellement, on le sait, il y a un niveau de non-recours aux prestations sociales qui est assez élevé. Et donc là, sachant que le dispositif deviendrait totalement automatique, ce serait le système fiscal qui ferait les choses de manière automatique, eh bien personne ne pourrait ne pas recevoir. Parce qu'effectivement, comme c'est automatique, tout le monde recevrait automatiquement sur son compte en banque sans faire aucune démarche. Donc là, ça supprimerait quasiment le non-recours aux prestations sociales qui sont une des difficultés que nous connaissons actuellement.
Voilà. Alors je pourrais continuer à expliquer ce qui se passe avec le revenu universel par rapport aux adultes, mais là, je propose plutôt d'aller faire un tour sur la politique familiale, pour regarder ce qui se passe au niveau des enfants, quelle est l'aide, je dirais monétaire, hein, que ce soit l'aide sociale, fiscale, familiale bien sûr, qui intervient pour les enfants mineurs. Et ça, c'est un point qui est tout à fait intéressant, impressionnant, et c'est ça qu'on va analyser maintenant avec quelques graphiques. Le premier graphique est un mélange de couleurs. Un mélange de couleurs où chaque couleur, il y en a 10 en réalité, hein, représente un dispositif redistributif par rapport aux enfants. Si je le lis de la droite vers la gauche, hein, je commence par la partie orangée sur la droite, cette grande zone orangée, qui représente l'effet du quotient familial, c'est-à-dire comment est-ce que l'impôt diminue selon le nombre d'enfants. Ce graphique, il est construit pour des familles, des couples avec 4 enfants. Ce ne sont pas des familles très très courantes, mais bon, ça existe quand même, tout de même. Voilà, donc 4 enfants, on voit que l'effet du quotient familial est assez fort, hein, vous voyez cette zone orangée qui est assez forte. Et ensuite, vous avez, si je vais par le bas, une petite zone bleu clair en bas qui descend petit à petit. Ça, c'est l'effet de l'allocation familiale. L'allocation familiale qui autrefois était du même montant pour tous et qui, depuis la décision de François Hollande, il y a déjà une dizaine d'années, eh ben, maintenant c'est dégressif et donc le montant diminue par 2 puis par 4 en fonction des revenus des parents. Voilà. Ensuite, il y a d'autres outils, je ne vais pas tout détailler, voilà. Mais au global, ce que vous remarquez bien sur ce graphique, c'est que la somme de l'effet des différents dispositifs, donc les 10 dispositifs, ben, ça aboutit à une ligne un peu biscornue, qui n'est pas très loin de la ligne pointillée que j'ai marquée en rouge ici. Qui dit quoi? Qui dit que, finalement, un couple ayant 4 enfants, il reçoit de l'ordre de 900 €, plus ou moins, par mois, comme aides diverses, que ce soit des aides sociales, fiscales ou familiales, par rapport à ses enfants. Pas loin de 1 000 € par mois pour un couple avec 4 enfants. Bon, ce qui est impressionnant, c'est pourquoi est-ce qu'il faut 10 instruments pour arriver à une aide qui est à peu près constante de 900 € par mois. Ça, c'est un mystère. Mais le mystère se complète quand on regarde le deuxième graphique. Le deuxième graphique, il présente le niveau de l'aide par enfant, hein, je dis bien par enfant, en fonction du revenu des parents, hein, c'est l'axe X, hein, à droite c'est les hauts revenus et à gauche il n'y a pas de revenu du tout, hein, les personnes qui sont au RSA typiquement, et en fonction de la composition familiale. Quand c'est un couple, vous avez les lignes continues qui sont en bas, hein, rouge, vert, jaune ou bleu, et au-dessus vous avez en pointillé les courbes lorsque ce sont les parents isolés, hein, c'est pas un couple, c'est un parent isolé, souvent une femme. Et on constate que le niveau de l'aide par enfant est extrêmement varié, sachant qu'il y a des cas où un couple avec un seul enfant peut avoir aucune aide, zéro. C'est le point rouge en bas qu'on voit tout en bas, hein, la ligne rouge, qui peut arriver à zéro. Et à l'inverse, on peut avoir un niveau de l'aide pour un parent isolé qui peut dépasser 500 € par mois, pour chaque enfant. Hein. Quand il y a 3 à 4 enfants, on peut avoir jusqu'à 500 € par enfant. Et donc ça, c'est quand même un graphique qui est tout à fait impressionnant, que nous avons surnommé le graphique spaghetti, que nous avons présenté à beaucoup de députés, sénateurs et experts dans tous les ministères, hein, et tout le monde est catastrophé en voyant ce graphique. Personne ne peut justifier la forme de ce graphique. C'est totalement incohérent. Et donc là, c'est un sujet qui est complémentaire de la question du revenu universel, c'est comment est-ce que l'on peut simplifier la politique familiale en utilisant le même principe que le revenu universel qu'on met en place pour les parents. La solution, elle se voit sur le troisième graphique, qui consiste à dire, voilà, un enfant, mettons de 0 à 14 ans, ça serait 200 € par mois. Entre 14 et 18 ans, mettons 250 € par mois. Et quand on prend ces montants-là, on a quelque chose qui est très proche des montants actuels qu'on a vus sur le graphique précédent. Sauf que, au lieu de faire des zigzags, monter, descendre de manière incohérente, c'est le montant identique pour tout le monde comprend la règle, et là, il n'y a plus de discussion, il n'y a pas de complexiser, c'est extrêmement simple à faire. Il suffit de supprimer les 10 dispositifs actuels et instaurer uniquement les allocations familiales
versés par enfant dès la naissance, et puis fin de l'affaire. C'est extrêmement simple. Ah, donc si on combine cette allocation familiale unique par enfant avec ce qu'on a vu du revenu universel de 500 € par mois avec un prélèvement de 30%, ben, on arrive à dessiner une fonction de redistribution qui a la forme que vous avez sous les yeux. Là, je la présente de manière peut-être un peu différente, je la présente en taux de prélèvement, en taux d'impôt, taux d'imposition. Et vous avez plusieurs courbes, pourquoi? Parce que selon qu'on soit seul ou en couple avec des enfants, eh bien, la courbe sera un peu décalée. Un peu décalée parce que on voit que les familles qui ont des enfants, elles auront une imposition qui sera à un niveau plus faible. Ça se décale vers plus bas, vers la droite. Hein. Et par contre, on a bien une fonction d'imposition qui est une fonction progressive. C'est-à-dire que quand on a des petits revenus, on paye un impôt qui aurait été négatif, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'argent. Et lorsqu'on a des revenus plus importants, eh bien on a un taux d'imposition qui va dépasser 10%, 20%, qui va se rapprocher progressivement de 30%. Et par ailleurs, dans la continuité du système actuel, ceux qui ont vraiment des très hauts revenus resteront soumis à des taux de 41 et 45%. Ça, c'est une décision politique qui est totalement indépendante de la question du revenu universel, mais qui est une question de justice fiscale, qui est une proposition qui est décidée par les députés. Je dirais c'est la sagesse politique qui met en place ce genre de solution, mais c'est totalement indépendant de la question du revenu universel, bien entendu. Bien. Avec ce dernier graphique, finalement, là, j'arrive au bout de la troisième partie de mon livre, qui est l'exposition technique de ma proposition. Et avant de poursuivre et de donner la parole à Jean Barthélemy qui va porter ses commentaires, je pose cette conclusion partielle, qui dit finalement, si on regarde les choses telles qu'elles se posent avec ce que je vous ai présenté, finalement, la logique c'est quoi? La logique c'est quoi? C'est de dire que plutôt qu'une accumulation de dispositifs qui multiplient les conditions, qui font que les pauvres, on va avoir plutôt plus ou moins pauvres, et selon différents critères et différents seuils, et ainsi de suite, on met en place des systèmes qui sont parfois très compliqués, eh bien là, on va instaurer une règle, disant voilà, on propose que toute la population, riche comme pauvre, reçoit ces 500 € tous les mois. Riche comme pauvre. Et justement, si les riches, on l'a vu que c'est déjà le cas, si les riches reçoivent 500 € tous les mois, par le système fiscal, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, pourquoi est-ce que les pauvres ne recevraient pas aussi 500 € par mois? Qu'est-ce qui empêche cela? Et de la même manière, au niveau du prélèvement, si les pauvres acquittent aujourd'hui un prélèvement de l'ordre de 30% de leurs revenus, on l'a vu que c'est ce qui se passe actuellement au niveau du RSA, qu'on a RSA, prime d'activité, sans qu'on s'en rende compte très bien, sans qu'on le voit très bien, finalement, il y a actuellement un prélèvement de 30% à peu près. L'idée, c'est que ces 30%, les pauvres acquittent 30%, donc évidemment, les riches acquittent aussi 30% sans aucune discussion. Et justement, tout l'intérêt de la proposition de revenu universel, c'est justement d'instaurer des règles qui soient strictement les mêmes entre les différentes catégories de la population, riches comme pauvres, et donc la légitimité de ces règles devient extrêmement forte. Alors qu'aujourd'hui, les règles extrêmement compliquées que nous connaissons, elles ont une légitimité faible. Et donc au niveau démocratique, vu des citoyens, on a toute l'attitude aujourd'hui pour critiquer nos systèmes, parce qu'ils sont assez incompréhensibles, et ils ne concernent que des populations qu'on ne comprend pas très bien, des règles sont obscures. Voilà, donc là il y a vraiment un déficit démocratique, et la proposition que je vous ai présentée ici, elle est extrêmement forte démocratiquement, qui est de dire, voilà, les mêmes règles s'appliquent à toute la population à l'identique. Voilà, donc du coup là, avec ce dernier propos, je laisse la parole avec beaucoup de plaisir à Jean Barthélemy, qui a eu la gentillesse de lire mon livre et qui va dire quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais qui va apporter un commentaire par rapport à ce que je vous ai présenté là. Et j'espère que ce sera intéressant, je suis certain que ce sera intéressant, et je vous laisse la parole. Merci Jean. Donc Jean Barthélemy, je suis macroéconomiste. Je ne suis pas spécialiste du revenu universel, contrairement à Marc, et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre. J'étais un peu dubitatif au début, parce que voilà, je me disais, un ingénieur qui s'intéresse à des problèmes d'économiste, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va être une tambouille. En fait, c'est très clair conceptuellement, c'est très riche. J'ai trouvé cette approche, votre approche
très, très simple, très modeste. Alors oui, c'est un livre un peu militant, parce que vous vendez enfin, vous vendez dans le sens positif, hein, une mesure, hein, de simplification, mais j'ai trouvé en fait votre approche très honnête quelque part. Vous expliquez comment vous en êtes arrivé là, et c'est très agréable. Et je vous remercie pour ce bon moment de lecture. Euh, et alors, je voudrais insister sur cette histoire de complexité. Comme vous l'avez bien montré jusqu'à présent, on vit dans un pays, et on n'est pas le seul pays qui faisons face à ce genre de problème. On vit dans un pays dans lequel, effectivement, la politique fiscale est très complexe. Et j'aimerais voilà, qu'on s'interroge sur pourquoi on en arrive là. C'est important, il me semble, de comprendre pourquoi on en arrive là, parce que sans cela, eh bien, je pense qu'on aura beau avoir toutes les bonnes idées, eh bien, le naturel reviendra au galop très rapidement. Donc, il faut qu'on analyse collectivement, je pense, les ressorts de cette complexité et comment on arrive à cette complexité. Et pour arriver à ça, j'aimerais, je vais essayer d'être court, hein, pour laisser Marc continuer mais ça sera sa manière je propose comme ça de se reposer quelques minutes. J'aimerais voilà, vous proposer mon analyse de pourquoi on arrive à cette complexité-là. Et je pense que pour comprendre pourquoi on en arrive à un système fiscal aussi compliqué, il faut déjà établir quel est l'objectif du gouvernement ou de l'État quand il met en place un impôt. Et je vois 4 grands objectifs poursuivis par l'État ou le gouvernement. Et ces 4 objectifs qui expliquent sans doute ensuite cette complexité. Ces 4 objectifs sont, à mon avis, les suivants. Le premier, c'est que un des objectifs d'un gouvernement, c'est d'influencer les décisions individuelles. Alors ça, on peut le comprendre aujourd'hui, l'exemple un peu bateau, hein, c'est la pollution, hein, et l'écologie. Voilà. Le gouvernement voudrait essayer de nous inciter à mieux internaliser, comme disent les économistes, dans nos décisions individuelles, l'impact que nos décisions individuelles ont sur les autres individus et sur la nature. Donc ça, c'est le premier objectif de la fiscalité, nous faire internaliser des contraintes extérieures, des implications pour les autres. C'est des choses qu'on peut revoir, qu'on peut comprendre par exemple dans les subventions, les aides à la rénovation énergétique, les politiques familiales, hein, qui sont des politiques natalistes. Si on mettait une taxe carbone, eh bien, l'objectif, c'est évidemment de faire changer nos comportements pour qu'on prenne en considération dans notre consommation l'impact qu'ont nos décisions sur les autres. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, bien sûr, c'est de redistribuer plus équitablement les ressources. Donc, c'est bien sûr l'aide aux plus pauvres, hein, c'est notre devise, la fraternité, mais c'est aussi sans doute un objectif d'efficacité. On peut penser que des personnes moins pauvres peuvent aussi mieux travailler, plus travailler, contribuer à la société d'une manière plus positive. Enfin, il y a aussi une valeur purement économique à la résolution de l'extrême pauvreté ou de la pauvreté. Il y a aussi, de l'autre côté du spectre, la limitation de l'accumulation excessive de richesses. Et pour ça, pour comprendre cet objectif-là, ça peut être un objectif qui est complètement économique. Vous voyez que j'essaie de ne pas avoir une approche moraliste, mais pour simplement éviter qu'un petit nombre d'individus puissent être dans une situation où ils extraient trop de pouvoir, où ils accumulent une situation trop importante d'un point de vue économique ou politique de par leur richesse. Ça, c'est le deuxième objectif, la redistribution des ressources. Le troisième objectif, c'est bien sûr de financer les dépenses. Et une des choses qui est importante dans le livre de Marc, c'est que l'objectif, ce n'est pas ici, ce n'est pas de créer un nouveau système qui serait
qui serait insoutenable. Donc mais au contraire, c'est un système comme aujourd'hui qui finance de nombreuses dépenses publiques. On peut penser bien sûr à financer des biens publics comme des routes, des hôpitaux. C'est aussi investir lorsque le secteur privé n'est pas capable d'investir dans certains secteurs, ou c'est d'avoir des politiques dites contracycliques, c'est-à-dire qui sont en mesure de relancer l'activité quand le secteur privé hésite, les investisseurs ne veulent pas investir ou les entreprises ont peur du futur. Dans ce cas-là, peut-être que l'État peut se retrouver dans une situation où il a envie de dépenser et de stimuler l'activité. Ça, c'est le troisième objectif, je dirais, de la fiscalité. Et le quatrième, qui est important, c'est d'assurer les individus face au choc. C'est un motif d'assurance. Donc, c'est assurer les risques de la vie, la maladie, le chômage, les tremblements de terre, enfin tout ce qui peut arriver dans la vie, et en particulier lorsque le choc qui arrive à un individu n'est pas assurable. Par exemple, s'il arrive à un grand nombre de personnes le même choc, et bien ça va être difficile de trouver dans le privé une assurance contre ce choc parce qu'il est très difficile à assurer. Et donc là, c'est les finances publiques qui vont venir en aide et qui vont essayer d'assurer les individus face à un choc qui affecte un grand nombre de personnes. Ça, je dirais que c'est les 4 objectifs principaux, selon moi, de la fiscalité prise dans son sens large, donc dans le sens transfert aux individus. À ces 4 objectifs, je vois 2 qui expliquent sans doute après la complexité du système. Il y a 2 contraintes. Les 2 grandes contraintes auxquelles font face les États, c'est un problème de faisabilité. Bien sûr, ça serait plus facile de faire des transferts pour tout le monde, mais on se doute bien qu'il y a un moment, il y a des contraintes de faisabilité. Alors, il y a des grands débats sur la dette publique, jusqu'où on peut aller, etc. Mais on se doute bien, étant donné que les ressources sont limitées, qu'il y a un moment où les moyens le seront aussi. Il peut y avoir aussi la faisabilité, ça peut être aussi un problème politique. Et là, c'est sans doute plus quelque chose qu'on comprend mieux dans ce débat-là. C'est-à-dire que la faisabilité, ce n'est pas forcément une faisabilité technique, ça peut être une faisabilité parce que le coût politique pour un homme politique de défendre telle ou telle mesure est trop grand. Un exemple pour vous montrer comment on arrive à ce que des coûts politiques conduisent à la complexité. Pensez vous savez, les subventions données pour l'achat de voitures électriques. C'est un cas d'école dans la complexification du système. Donc, au départ, le gouvernement veut stimuler la transition écologique en aidant et en subventionnant l'achat de voitures électriques. Là, on se rend compte que les gens qui profitent de cette aide, ils achètent des Tesla, donc c'est des voitures qui coûtent extrêmement cher. Et là, c'est un tollé politique. Et donc, on se dit non, ce n'est pas possible. L'aide pour la transition écologique ne peut pas aller à des personnes riches, puisque les personnes riches, elles sont riches, donc elles peuvent se débrouiller sans l'État. Donc, on met une conditionnalité avec des seuils sur les revenus, etc. Peut-être des unités de consommation, je ne sais pas, je ne suis pas allé dans le détail, mais je suis persuadé qu'on est allé dans ce détail-là. Ça veut dire aussi qu'il va falloir montrer la fiche de paye, etc. Enfin, voilà, tout ce qui va avec. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a une aide qui est censée aider la transition écologique, mais qui est conditionnelle, donc qui finalement va faire que plus personne va l'utiliser parce que les voitures électriques sont encore relativement chères. Donc, ça va coûter moins d'argent au gouvernement, ça va être inefficace pour l'objectif écologique et ça va conduire à une mesure qui est tout à fait complexe et comparable un peu, c'est un autre exemple qui montre la genèse de comment on en arrive là. Et le deuxième point sur cette idée des contraintes, c'est la désirabilité. Et il peut être préférable de ne pas tout choisir à la place des individus. C'est pas évident, mais il vaut mieux le dire. Donc, et il y a une place pour l'individu et pour le choix libre. Et ça, on peut, point de vue d'économiste, le rationaliser de 2 manières. La première manière, c'est de dire c'est une espèce de libéralisme philosophique qui est de dire, en fait, individuellement, on tire du plaisir à avoir du choix. Ça, c'est une posture plus philosophique. L'autre,
c'est une posture plus économique, donc c'est du libéralisme économique, qui est de dire, en fait, qui mieux que nous-mêmes connaissons ce qui est bien pour nous, ce qui est faisable pour nous, quelles sont nos contraintes, nos capacités. Eh bien ça, l'État ne peut pas savoir tous les détails de la prise de décision. Donc ça, c'est ce qui va conduire à une forme de libéralisme économique et qui conduit à l'idée que eh bien, l'État doit limiter son périmètre d'intervention et doit laisser une part de décision aux individus. Et donc la faisabilité et la désirabilité, ce sont des obstacles, quelque part, à la mise en place, à la poursuite de ces 4 objectifs. Et maintenant, j'ai été trop long, mais maintenant, vous voyez, ce que j'ai voulu… Oui, comme tous les économistes. Alors, vous voyez, il y a 4 objectifs, 2 contraintes. Et maintenant, si on regarde de plus près, alors on peut le regarder sur les impôts, mais on peut le regarder aussi, j'ai fait une petite liste, mais j'imagine que c'était sur le premier transparent, mais on peut penser, bon, bien sûr, aux allocations familiales, au quotient familial, aux crèches, on le sait moins, mais les crèches, on paye en proportion de son salaire, les crèches dans les municipalités. On peut penser au chèque énergie, à la prime pour l'achat de la voiture, aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, qui sont aussi limitées et qui ne sont pas proportionnelles au salaire. Tout ça sont des exemples, vous voyez, de moments où il y a plusieurs objectifs qui vont se mêler. Un objectif qui va être, par exemple, assurantiel, dans le cas du chômage ou dans le cas de l'assurance maladie, et un objectif de redistribution. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'État fait face à, disons, ces 4 objectifs, et au lieu d'avoir un instrument pour chaque objectif, eh bien, il va utiliser un grand nombre d'instruments qu'il va utiliser pour ces 4 objectifs en même temps. Alors, donc je vous ai expliqué là l'histoire de la prime à l'achat pour le véhicule électrique. Mais faut voir en fait comment on arrive à cette complexité. Comment on arrive à cette complexité, c'est qu'en fait, il y a une espèce de rencontre entre, je dirais, une volonté budgétariste qui est qu'on veut limiter le coût financier pour l'État de telle ou telle mesure qu'il va avoir pour un de ces 4 objectifs. Ça, c'est l'objectif budgétariste. Et puis, il y a un objectif d'égalité parfaite qui est mené de front sur toutes les réformes. Et donc, on va faire, donc, par exemple, un chèque énergétique. On veut que les gens achètent ou rénovent leur maison. Eh bien, on va faire cet objectif de rénovation énergétique et en même temps limiter, on va indexer cette aide sur les revenus. Et donc, on va tenir ces 2 objectifs, un objectif de redistribution, un objectif ici d'externalité, enfin écologique, et on va prendre en compte cette contrainte de faisabilité, c'est-à-dire que le coût ne soit pas trop grand. Voilà comment on en arrive à des mesures à la fin qui sont très complexes. Et c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est qu'en fait, en plus des graphiques que Marc nous a montrés, qui sont simples, il faudrait rajouter, en particulier pour les familles qui se reconnaîtront, il faudrait rajouter la cantine, les sorties scolaires, le périscolaire, la crèche, que sais-je, et le conservatoire, enfin, toutes les activités qui vont se permettre d'indexer le prix sur le salaire et créer de fait un impôt implicite sur le revenu qui va s'additionner à des endroits divers, avec des seuils parce que ce n'est pas forcément bien fait, un peu partout, de manière non concertée, et tout ça va s'agréger et faire le système dans lequel on est. Et il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est que pourquoi c'est fait, donc c'est cette confusion d'objectifs, c'est aussi un problème politique. Le problème politique, c'est qu'un homme politique, mais n'importe quel décideur, il va être très content de pouvoir dire « j'agis et je suis quelqu'un de bien ». On a tous ce problème-là,
Et on l'a dans les entreprises, on a dans les CE des entreprises, on l'a à tous les niveaux. Tout le monde veut être la personne bien. Et on veut se signaler auprès des autres comme celui qui fait le bien des autres. Et le décideur en particulier, parce qu'il est élu et qu'il faut qu'il montre qu'il se signale, qu'il montre aux autres qu'effectivement c'est quelqu'un de bien. Et ce problème qu'il a rencontre un problème démocratique et un problème de décentralisation des décisions. C'est un problème qui va conduire à ce que chaque décisionnaire, chaque homme politique qui a un peu de marge de manœuvre, va vouloir utiliser sa marge de manœuvre pour montrer que lui aussi peut faire la redistribution, que lui aussi peut indexer l'aide, bidule, machin sur le revenu. Et ça conduit à un espèce de comment vous avez dit, de pâté de nouilles, enfin voilà. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que ça veut dire que c'est pas seulement, ça pourrait paraître ce que vous proposez comme une mesure technique, mais je pense que c'est pas une mesure technique et que si on l'appréhende comme une mesure technique, eh bien immédiatement d'autres hommes politiques ou femmes politiques vont proposer une nouvelle mesure avec ces bonnes justifications qui paraîtront avec les meilleurs sentiments possibles et on retournera en arrière. Donc je pense que c'est une révolution qui est beaucoup plus profonde que simplement une modification fiscale. Voilà, c'était l'interlude un peu long, je le concède, mais qui, je pense, va un peu dans votre sens. Oui, merci Jean pour cette assez longue présentation et c'est un bon complément, je crois, très utile. Je reprends juste la conclusion pour dire qu'effectivement, même si ce que je présente est un peu technique parfois, j'essaie vraiment d'expliquer les choses, donc je vais un peu dans le détail technique, c'est vrai, mais effectivement, je crois que le sujet central, c'est surtout un sujet d'un enjeu démocratique. Un enjeu démocratique, c'est quoi l'enjeu? C'est que les personnes qui vivent dans ce pays puissent comprendre les règles du jeu, hein, et donc chacun comprenne comment fonctionne l'impôt, le sien et celui des autres, les aides sociales, les siennes et celles des autres. Voilà. Et donc je ne vois pas très bien comment un pays pourrait éviter à l'éclatement, hein, ce que décrit très brillamment Jérôme Fourquet avec l'archipel français. Comment échapper à l'éclatement si on continue à morceler la population avec une infinité de systèmes, de dispositifs et de règles? Voilà, donc mon engagement sur le sujet, oui, c'est un engagement un peu militant, c'est un engagement qui est, pour moi, un engagement pour la démocratie, une démocratie où le citoyen ait sa vraie place, et non pas uniquement comme variable d'ajustement dans un gros système bureaucratique où on ne comprend absolument rien. Et donc là, je vais reprendre ma présentation pour justement essayer d'éclairer un peu le débat avec la quatrième partie de mon livre, qui s'intéresse aux logiques d'opposition au revenu universel. Alors, ce ne sont pas tant les personnes qui m'intéressent en tant qu'opposant, c'est vraiment quelles sont les logiques, hein, qui sont d'ailleurs en chacun de nous. Hein. Je peux même dire que moi-même, de temps en temps, je me pose des questions. Et je pense que dans la salle, chacun ici se pose des questions, il dit tiens, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Voilà, donc là, je mets en évidence, en 5 chapitres, les logiques d'opposition que l'on va retrouver dans un tas d'interventions, parfois dans les débats, dans les écrits, dans les articles, de gens qui disent non, le revenu universel, honnêtement, c'est pas une bonne idée, quoi, qui n'y croient pas. Alors la première logique, c'est celle que j'ai nommée, de manière un peu caricaturale, hein, les néolibéraux et les conservateurs de droite. Clairement, il y a deux choses qui se complètent à ce niveau-là. Première chose, espèce de croyance au fait que le marché a une sorte de vertu qui fait que le marché va naturellement réguler le fonctionnement de la société. Et ça, ce sont les néolibéraux qui sont dans cette logique-là, qui disent finalement, laissez les gens trouver du travail ou n'en pas trouver, se débrouiller, se former. Donc le marché, finalement, il fera le ménage. Et donc, mettre en place un revenu universel, ça vient quelque part à l'encontre de la logique du marché qui est une sorte d'équilibre assez sain qui fonctionne tout seul. Et la deuxième logique qu'on va trouver là-dedans, c'est celle des conservateurs qui vont nous citer la Genèse. Hein. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Bon, très bien. Et qui en font une sorte de message de valeur,
d'obligations, bon, et qui ne mettent pas de nuance, si vous voulez. Qui ne mettent pas de nuance et du coup qui disent, voilà, le travail, rien ne peut se faire de bon en dehors du travail. Et donc le travail d'être premier, et ensuite, quand quelqu'un ne trouve pas du travail, on va lui donner éventuellement quelque chose pour l'aider. Mais qui ont un mal fou à inverser la logique. Hein, pour eux, c'est le travail, c'est numéro un, et ensuite le revenu, hein, c'est la conséquence du travail. Alors que, si on regarde, ne serait-ce que l'évangile des ouvriers de la 11e heure, hein, dans l'évangile des ouvriers de la 11e heure, on voit bien que le maître du domaine, il donne le même salaire à ceux qui ont travaillé depuis le début de la journée ou jusqu'à la fin de la journée. Hein, c'est le même salaire. Et donc, il y a une sorte d'inversion, hein, de la logique auquel appelle le revenu universel, hein, qui consiste à dire il faut déjà que les personnes aient un socle de subsistance pour déjà être debout, pour être capable de travailler, et après, ils vont trouver du travail, et puis ils vont se démener, ils vont faire des trucs intéressants. Mais assurons déjà à chacun les moyens de son existence, et à partir de là, il pourrait être un citoyen actif, voilà, et puis se développer. C'est la première logique. Alors, la deuxième logique est totalement à l'opposé. Là, on va cibler plus clairement la gauche de la gauche, hein. La gauche de la gauche qui est vraiment enfermée dans le schéma de la lutte des classes et qui n'imagine pas une seule seconde la vertu d'un système où chacun percevrait 500 € ou paierait le même impôt. Ça, c'est vraiment totalement insupportable à ce niveau-là. Et ceux qui, comme Bernard Friot, dénigrent le revenu universel à ce niveau-là, estiment que finalement, le revenu universel, ce serait quelque part un moyen de rendre le capitalisme acceptable. Et donc, si le revenu universel rend le capitalisme acceptable, du coup, il prolonge la vie du capitalisme. Alors, sachant qu'eux, ils veulent renverser le capitalisme, du coup, ils disent, revenu universel, c'est notre ennemi. Parce que comme c'est un ami de notre ennemi, c'est un ennemi. Voilà, donc, du coup, c'est un petit peu compliqué de discuter avec les personnes qui sont vraiment à la gauche de la gauche, qui considèrent le revenu universel comme étant une espèce de solution malsaine qui repousse le grand soir qu'ils appellent de leur vœu. La troisième catégorie, c'est très différent encore. Là, c'est la logique d'opposition des experts. La technocratie, les experts, ceux qui sont vraiment les administrateurs du système, qui le connaissent, ou qui connaissent au moins une partie du système, hein, et qui sont devenus quelque part les supporters d'un système qu'ils ont construit, hein, génération après génération. Alors j'ai rencontré pas mal, hein, j'ai rencontré des experts un peu de tous les sujets, et ceux-là, ils sont toujours prêts à vous expliquer pourquoi, à quelle époque on a introduit quel détail, tel petit système en plus ou en moins. Voilà. Donc ils défendent le détail minutieux qui a été mis en place au cours du temps. Et donc, ils ont un mal fou à imaginer qu'une solution extrêmement simple, comme le revenu universel, pourrait être plus vertueuse que l'usine à gaz énorme qu'ils administrent, ou qu'ils contribuent à administrer, et c'est ça qui occupe leur journée. Voilà, donc du coup, là, c'est vraiment une vraie difficulté, hein. Alors, j'ai rencontré des hauts fonctionnaires, des gens très très haut niveau, qui, eux, comprennent bien. Qui disent finalement, oui, on a un héritage extrêmement lourd, franchement, passer à autre chose, ça serait bien. D'ailleurs, c'est un peu ce que vous expliquait Jean Barthélemy. Mais par contre, les personnes qui sont vraiment les administrateurs du système, qui sont les experts, qui le font fonctionner, qui l'expliquent et tout ça, eux, ils sont pris dedans. Quelque part, ils sont un peu prisonniers du système. Et donc, ils ont beaucoup de difficultés à lever le menton et regarder plus loin une solution plus globale. Alors, la quatrième catégorie, donc la quatrième logique d'opposition, alors celle-ci, elle est un petit peu étonnante. Elle est un peu étonnante, c'est celle des personnes, hein, qui ont pour métier ou pour engagement très fort de lutter contre la pauvreté. Et ça, c'est extrêmement étonnant, hein. C'est que finalement, parmi ceux qui luttent contre la pauvreté, je ne dis pas tout le monde, hein, mais parmi eux, il y en a quand même beaucoup, qui se méfient terriblement du revenu universel, en se disant, quand nous voyons ce que nous faisons nous, pour trouver des solutions, pour aider les gens, on y passe des journées entières, on y passe nos week-ends, on y passe une énergie folle, toutes nos soirées, tout ça. Prétendre qu'un système automatique qui marche tout seul va faire mieux que ce que nous faisons nous, ça n'a pas de sens. Bon, je crois qu'ils ont raison. Effectivement, un système automatique ne fera jamais ce que fait
un bénévole ou un fonctionnaire spécialisé ou une association qui va vraiment aider les gens au cas par cas pour comprendre leurs problèmes, les accompagner, les encourager, ainsi de suite. Bien sûr, ça ne fait pas la même chose. Mais comme eux, ils ont aussi dans leur mission, pas tous, mais plusieurs ont dans leur mission de distribuer de l'argent, mais ils disent, tiens, distribution de l'argent, ça va devenir automatique. Et donc, du coup, les personnes qui sont dans le dénuement n'auront plus le réflexe de venir nous voir pour chercher de l'argent, et donc, ils n'iront plus nous voir du tout. Et l'accompagnement que nous leur proposons qui va avec l'argent que nous leur donnons, ils ne viendront plus le demander. Et donc, on va perdre le contact avec des personnes démunies, et fragiles. Et ça, c'est le danger de la proposition. Bon. C'est une opposition qui est très forte, qui est très difficile à combattre, parce qu'effectivement, c'est un peu irrationnel. Hein, le fait de dire, tiens, les gens, ils ne viendront plus nous voir. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est difficile d'y répondre. Donc je respecte tout à fait cette logique d'opposition. Mais voilà, mais je me dis, expérimentons, ça sera le moyen de savoir si la crainte qui est formulée là est réelle ou pas. La cinquième et dernière logique d'opposition que je vais vous présenter, elle est encore plus difficile. Elle est encore plus difficile parce que c'est celle qui est manifestée par les promoteurs du revenu universel. Et ça, c'est encore plus sidérant, c'est que parmi les promoteurs du revenu universel, certains, pour des raisons peut-être idéologiques ou autres, refusent de rentrer dans une logique, je dirais, raisonnable d'analyse économique, de faisabilité. C'est-à-dire qu'ils en restent à des slogans, ils en restent à une revendication, à un militantisme un peu basique, quoi, qui fait que lorsqu'on leur propose une solution concrète, disant voilà, 500 €, 30%, les enfants, tout ça, ça ne leur parle pas. Ça ne leur parle pas et ils refusent d'entrer là-dedans, ils refusent d'entrer dans les solutions concrètes et ils continuent de demander des 1000 €, 1200 €, 1500 € par mois pour tout le monde, sans aucune rationalité économique, mais parce que ils ne veulent pas savoir, ils veulent juste sortir des slogans, et malheureusement, en entrant dans cette logique militantisme assez extrême, cela n'apporte pas beaucoup de crédibilité au revenu universel. C'est pour ça que dans mon livre, dans la quatrième partie de mon livre, j'ai écrit ce chapitre qui est un chapitre assez difficile, où je finis par ranger les promoteurs du revenu universel de version utopique du revenu universel comme étant des opposants à notre combat, disant finalement, à force de raconter n'importe quoi, ils décrédibilisent totalement la proposition, et finalement, c'est une opposition à ce que nous proposons. Alors en conclusion, je vous présente donc un dessin de notre dessinatrice Hélène de Manville, qui illustre justement cette question donc, de l'implication de tous ces mouvements, de toutes ces bonnes volontés pour fournir des solutions à chaque besoin. Et vous voyez donc derrière le comptoir, donc une armée qui se démène pour fournir de quoi se nourrir à des gens qui sont visiblement en situation un peu difficile. Et voilà, tout c'est très compliqué, mal organisé, menu unique, c'est pas drôle, il y a plein de contrôles. Voilà, donc tous ces gens qui s'activent avec plein de bonne volonté, finalement, ils contribuent à perpétuer un système qui est quoi? Un système qui est dans le deuxième dessin, qui est celui-ci, c'est que finalement, pour les personnes qui sont en situation de fragilité, le système finalement est très compliqué, très désagréable à vivre. Et ça, c'est vraiment un souci qui est la conséquence de vouloir bien faire en réalité, de vouloir bien faire. Et le revenu universel met un terme à tout ça en disant finalement on va faire les choses de manière beaucoup plus automatique. Et ensuite, bien sûr, les cas particuliers seront gérés de manière individuelle par les administrations, par les associations, par tous ceux qui ont un savoir-faire particulier pour répondre aux difficultés de chaque situation qu'on peut trouver dans notre pays. Voilà, et c'est comme ça que j'arrive à la cinquième partie de mon livre, qui est très différente. C'est quelque chose qui est très personnel, c'est-à-dire que par rapport à la question du revenu universel, je vais plus loin. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer en quoi la question du revenu universel, ça va également éclairer d'autres sujets. Ce sont des sujets qui me paraissent également très importants,
Par exemple, la question du travail, bien entendu, qu'on a déjà évoqué un peu, la question de l'autonomie des jeunes, l'accès au logement, la question de la propriété privée, toute la régulation de l'économie. Voilà, donc les 6 chapitres de cette dernière partie, ils sont, voilà, entre guillemets, c'est un peu du bonus. Hein, ça montre quelque part que le revenu universel, ça permet d'éclairer d'autres sujets hein, de manière un peu indirecte. Alors évidemment, je ne vais pas vous prendre ça à l'instant en son intégralité. Je vais juste parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de la propriété privée. Pourquoi la propriété privée? Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, si on regarde l'histoire du revenu universel, j'ai déjà évoqué en 1795 la sortie du livre de Thomas Paine, anglais, La justice agraire. Et ce livre, qui est vraiment le livre fondateur de l'idée de revenu universel sur la planète. Et que disait Thomas Paine en 1795? Il parlait de son expérience personnelle. Comme anglais, il est parti en Amérique du Nord, bien sûr, à l'époque, et il s'est battu contre les Anglais. C'est assez original. C'est-à-dire qu'il a pris la cause des Américains qui sont battus pour l'indépendance face aux Anglais. Et lors de ses déplacements en Amérique du Nord, il a rencontré des peuples premiers, donc des Indiens d'Amérique. Et ce qui l'a frappé, c'est qu'il n'a vu nulle part de pauvreté. Alors qu'il avait beaucoup voyagé en Europe, il avait rencontré, soit à Londres, à Paris ou ailleurs, il avait rencontré de la pauvreté à tous les coins de rue, la misère, bon voilà, au XVIIe siècle, plutôt au XVIIIe siècle, pardon. Là, il était vraiment surpris de voir que chez les Indiens, il y avait une vie en commun tout à fait paisible, qui fait que personne n'était mis de côté, ça n'existe pas. Et donc il est arrivé à la conclusion tout à fait frappante, qui est de dire, finalement, c'est la vie civilisée qui crée la pauvreté. La pauvreté n'existe pas à l'état naturel. Les gens qui vivent en communauté, il n'y a pas de propriété privée, chacun partage l'abondance ou la misère commune. Donc il n'y a pas de situation de pauvreté. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le point essentiel qui fait que, quand je parle du revenu universel dans ce livre, il me paraît important également d'adresser cette question de la propriété privée, qui est à la racine de la pauvreté selon Thomas Paine. Et sur la question de la propriété privée, en France, nous sommes dans une situation assez particulière du fait que, depuis la Révolution française, nous avons établi une vision de ce qu'est la propriété privée qui est assez originale. Pour l'illustrer, je vous mets à l'écran donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, donc française, et la déclinaison internationale qui est datée de 1948, donc un siècle et demi plus tard. Vous voyez que donc ces deux textes sont très proches, si vous les étudiez en détail, vous verrez que c'est très proche, mais il y a une différence à l'article 17, qui est que dans la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens, on fait référence à un droit inviolable et sacré. C'est-à-dire qu'en France, dans notre Constitution, si ça reprend la Constitution, nous avons établi le côté sacré de la propriété privée. Et ça, c'est quelque chose qui est très étonnant, parce que ça imprègne nos mentalités, chacun de nous au quotidien, qui fait que pour nous, la propriété privée, c'est quelque chose qui a un caractère extrêmement fort, et on a du mal à en parler de manière vraiment un peu nuancée. Et pourtant, si on lit Thomas Paine, il faut entrer dans cette nuance-là. Il faut se dire que finalement, la propriété privée, ce n'est pas quelque chose de aussi fondamental et sacré que ce qui était écrit à l'époque. Cela conduit à nous interroger sur ce qu'est vraiment la propriété privée. De quoi s'agit-il? Et pour cela, moi, je fais référence à un livre que j'aime bien, de Pierre Crétois, qui est un philosophe, un jeune, qui travaillé à Bordeaux. Et Pierre Crétois, il explique que, dans son livre, La part commune, que finalement, après avoir cherché plusieurs formulations, il dit finalement, propriétaire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'être propriétaire? Propriétaire, foncièrement, ça consiste à dire aux autres, vous n'y touchez pas, c'est à moi. Et même, propriétaire, c'est que ça, ce n'est que ça. C'est uniquement le fait d'interdire aux autres de toucher quelque chose qu'on prétend sien. Ce n'est rien d'autre que ça. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on peut dire finalement, c'est une convention sociale.
C'est-à-dire il faut que l'ensemble des autres citoyens acceptent de reconnaître que cette chose-là, on n'y touche pas, ça appartient à Dupont, ça appartient à Durand, donc je n'y touche pas. Et ce que met en évidence Pierre Crétois, en faisant référence aux travaux des solidaristes à la fin du XIXe siècle, c'est que finalement, reconnaître que les autres ne touchent pas, ça l'oblige quelque part à créer une sorte de contrepartie sociale, ce qu'il appelle une dette sociale du propriétaire. Disant, si je suis propriétaire, j'impose aux autres de ne pas toucher, donc quelque part j'ai une dette envers les autres. On reconnaît là, en fait, un principe qui est bien connu dans l'Église catholique, qui est le principe de la destination universelle des biens. Qui dit quoi C'est que quand quelqu'un est propriétaire de quelque chose, c'est mon bien, ça m'appartient, eh bien, le fait de se dire propriétaire, ce n'est pas pour un usage égoïste. L'Église catholique, depuis tous les papes, depuis très 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 longtemps, nous dit la destination universelle des biens, c'est un principe qui vient avant le principe de propriété privée. Et donc, si on est propriétaire d'un bien, c'est en vue d'un plus grand bien qui est un usage qui est partagé entre tous. C'est pour ça que, quelque part, si l'Église reconnaît la propriété privée, l'Église n'a aucune difficulté à ce que cette propriété privée puisse servir à un usage général. Et l'usage général qu'on peut imaginer, c'est sous forme fiscale. Et c'est là que j'ai trouvé une proposition que je développe dans mon livre, qui est une redevance unique sur le patrimoine, RUP, qui serait un impôt qui remplacerait essentiellement la taxe foncière, ça ressemble beaucoup à la taxe foncière, mais qui serait beaucoup plus large, qui serait très général, qui aura un taux unique. Le plus simple, c'est un taux unique que j'imagine à 0,1% par mois, qui est une sorte de loyer, que chacun acquitterait sur ce qui lui appartient, parce que il se sent redevable de pouvoir déclarer sien cette chose-là, et donc il paye ce loyer à la communauté, sous forme de cette RUP. Alors évidemment, cette proposition, ça les éloigne un petit peu du revenu universel, ça va beaucoup plus loin, c'est ce que je vous indiquais, mon 5e chapitre, c'est une ouverture. Mais quelque part, ça rejoint les mêmes principes. C'est que là, on a un usage qui était général, chacun peut se dire propriétaire, il n'y a pas de souci. Dans ma proposition, je supprime également tous les droits de mutation, les frais de notaire, les droits de succession, tout ça, je supprime tout ça, je fais un grand ménage sur un tas de fiscalités, vous le verrez dans le livre. Mais surtout, j'instaure un impôt unique, extrêmement simple, proportionnel à l'assiette, qui est en l'occurrence la valeur des biens. Et c'est une simplification absolument colossale de notre fiscalité également. Ici que se termine ce livre, avec ce que je présente comme une autre conclusion un peu large, qui est une refonte de la fiscalité, où là j'explique de quelle manière on pourrait vraiment simplifier drastiquement l'ensemble des impôts et des taxes que nous connaissons en France, qui font râler beaucoup de gens évidemment, en remplaçant cela par 6 impôts qui ont vraiment un sens très clair. Le premier impôt, en l'occurrence, donc c'est cette fameuse redevance universelle sur le patrimoine, qui aura un taux de 0,1% par mois, qui ramènerait dans le cas de l'État de l'ordre de 180 milliards d'euros. Ce sera le premier impôt en France. Ensuite, les taxes environnementales. Aujourd'hui, il y a déjà la TICPE et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, tout ça, voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent encore se développer, mettons 150 milliards. La TVA, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 150 milliards. La CSG, une centaine de milliards, ça ne bouge pas tellement. Et l'impôt que nous connaissons aujourd'hui, donc avec cette formule donc des 500 € qu'on donne à chacun, moins 30% sur tous les revenus, qui aboutit à un solde, une contribution fiscale positive de l'ordre d'une centaine de milliards d'euros. Et enfin, l'impôt sur les sociétés, qui pourrait être dans la norme européenne, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion entre les différents pays européens. Voilà. Donc finalement, ce livre qui commence avec cette idée de revenu universel, évolue pour montrer finalement ce sujet-là. C'est essentiellement un sujet de fiscalité. C'est pour ça que nous avons mis en avant cette espèce de slogan 2RU, l'idée du siècle, 2RU, revenu universel et redevance universelle, qui est une proposition qui est équilibrée et qui, je le crois, fait vraiment sens par rapport au mode de vie que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie. Et donc là,
propose qu'on passe un peu de temps pour les questions. Et donc là, voilà, merci Bruno d'ouvrir à la salle.